aussi les prendre avec beaucoup de sérieux parce que c'est la base, c'est notre base pour les décisions, que ce soit en matière de santé publique et même concernant vous en tant que cliniciens et praticiens sur le terrain. Donc c'est aussi de la prudence, mais aussi beaucoup de sérieux, parce que s'il n'y a pas de données, il n'y aura pas de décision, il n'y aura pas de prise en charge par la suite. Ça reste quand même des choses intéressantes. Donc ça, je voulais dire cette petite introduction. Par contre, durant cette présentation, bien sûr, on va voir la situation marocaine concernant les habitudes alimentaires. Mais avant d'aborder directement les habitudes alimentaires des Marocains, je vais vous mettre au parfum par rapport à certains indicateurs que vous connaissez déjà, qui sont des indicateurs sur le profil épidémiologique de manière générale et qui font qu'on a telle ou telle habitude alimentaire. Donc, voilà. Et je vais parler, bien sûr, à travers quelques chiffres du ministère de la Santé, enfin des chiffres sur certaines carences nutritionnelles. Et là aussi, il faudrait prendre avec beaucoup de prudence, mais avec aussi beaucoup de sérieux. Alors, durant toute cette journée, vous avez entendu le terme nutrition et alimentation. La grande différence, je ne vous apprends rien. Nutrition, c'est tout simplement la science des aliments, de la composition de ces aliments, macro, micronutriments, etc., de l'interaction qui existe entre les différents nutriments de ces aliments, mais aussi la relation entre les différents micronutriments, qui soient macro, micro, c'est-à-dire les aliments, et l'état de santé de la population. C'est en deux mots ce que c'est que la nutrition. Maintenant, l'alimentation, en fait, c'est quelque chose de plus global, c'est tout simplement l'acte de se nourrir. Comment on s'alimente, comment on se met à table, comment on prend cet acte. En fait, l'alimentation, ça dépasse, en fait, à mon sens, et au sens des gens qui travaillent dans ce domaine, ça dépasse le simple geste de se mettre à table et de s'alimenter. C'est en fait un ensemble de représentations, c'est un ensemble de pratiques, c'est une culture, c'est un art. En fait, ça dépasse tout ça. C'est un acte social autour duquel on peut tisser des relations, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit auprès des amis, et même au niveau professionnel. On peut tisser des relations professionnelles tout en étant autour d'une table, tout en partageant un repas. En fait, l'alimentation, c'est l'art du vivre. Ça représente un pays, ça représente une communauté, ça représente une population. Et en fait, toute une culture, à tel point que l'UNESCO, actuellement, il classifie les habitudes alimentaires d'une population bien déterminée comme étant un patrimoine culturel qu'il faudrait préserver. Dernièrement, par exemple, le régime méditerranéen, il est classé patrimoine culturel qu'il faudrait préserver. En fait, il faudrait le préserver pas uniquement à travers un système éducationnel conventionnel qu'on connaît, ça s'acquiert en fait de génération en génération de manière vraiment très spontanée. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un enseignant et des étudiants qu'on apprenne comment manger de manière méditerranéenne ou autre. En fait, c'est de faire aux enfants, de faire aux enfants, c'est de génération en génération. Et donc, si on conçoit l'alimentation comme étant cet acte social, vous avez compris que, en fait, il est lié, il est dépendant d'un certain nombre de facteurs qui commencent par l'individu lui-même et s'étendent à l'ensemble de la communauté et l'ensemble de la population où il vit. Le comportement alimentaire, il est déterminé et il est directement lié à des choses personnelles, à des facteurs individuels tels que le goût. Je peux préférer le salé à mon sucre ou l'inverse. Je peux préférer le gras, bien que ce n'est pas du tout ou très peu recommandé, comme a dit le Schninger tout à l'heure, les fritures. Et malgré ça, je peux les préférer. Donc c'est un déterminant de mon comportement alimentaire. Ça peut être déterminé par des facteurs physiologique. Si je suis malade, ce n'est pas la même chose que si je suis saine. La femme enceinte, ce n'est pas la même chose qu'une femme qui n'est pas enceinte. Un enfant, ce n'est pas la même chose qu'un adulte normal ou un sujet très âgé. Donc ça dépend des besoins de chacun, et donc ça dépend de son état physiologique. Le comportement alimentaire est aussi déterminé par le niveau socio-économique des personnes. Je peux, par exemple, me permettre de manger une telle quantité. Il a donné des seuils tout à l'heure, il a donné des seuils, et je peux me permettre une grande quantité parce que je peux me le permettre sur le plan socio-économique. Alors que si je suis pauvre, je ne peux pas me le permettre. Et donc, mon revenu, ce que
comme revenu mensuel par exemple, ça détermine comment je vais me comporter sur le plan d'alimentation durant, ça détermine mon comportement au quotidien. Le comportement alimentaire il est aussi déterminé par l'environnement, par l'offre, par l'agriculture, par le niveau de production agricole de chaque pays. Des fois, ça peut être une alimentation bien déterminée, ça peut être disponible, mais l'offre sur le plan agroalimentaire n'est pas disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça détermine mon comportement alimentaire. Là aussi, par rapport au climat, par rapport à l'organisation sociale, tout ça, ça détermine le comportement alimentaire. Les facteurs socioculturels, on ne mange pas de la même manière durant le ramadan, le mois de ramadan, pendant les festivités et pendant les jours normaux de l'année. Donc tout ceci détermine des comportements, disons, plus ou moins différents selon ces facteurs-là. Bien sûr, quand j'ai des invités à la maison, je ne vais pas leur préparer un repas normal parce que je fais tous les jours. Donc c'est des changements quand même et ça détermine aussi notre façon de manger. Et donc tout ça fait qu'on a tel ou tel comportement alimentaire. Donc pour pouvoir décrire un comportement alimentaire et voir clair ce que vaut un comportement alimentaire dans une population bien déterminée, il va falloir mettre tous ces déterminants-là et les préciser. Et peut-être si on veut agir sur ce comportement alimentaire, il faut absolument passer par ces parties. Alors, qu'en est-il maintenant au Maroc? Alors, le Maroc, comme vous le savez, on a le comportement, je ne dis pas notre comportement, mais on a nos comportements alimentaires. Ça va différer selon les facteurs que je viens de déterminer. Mais de manière générale, si je regarde ces facteurs-là, le Maroc il passe par un certain nombre de transitions que je vais classer en 3 types de transitions. Il y a d'abord la transition démographique, il y a la transition épidémiologique, nutritionnelle malheureusement qu'on est en train de vivre actuellement. Alors en quoi consiste la transition démographique? Ça vous le savez, je ne vous apprends rien, je fais juste des rappels pour vous mettre par rapport. Donc, par rapport à la transition démographique, il est caractérisé par une nette diminution de la fécondité entre les années 60 et les années 2000. Ça, vous le savez, on était à un peu plus de 7 enfants par femme. On est actuellement à peu près 3, 2,5, voire même moins de 2. L'espérance de vie à la naissance a connu une nette augmentation. Vous savez que le Marocain normal, il a gagné plus de 25 années de vie entre les années 60 et actuellement. On était à 47 ans en moyenne d'espérance de vie. On est actuellement à en moyenne 74 ans. Il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Mais grosso modo, il y a l'espérance de vie actuelle à la naissance. Ça ne marche pas, il faut que je la partage. C'est bon d'abord? Merci beaucoup. Donc je disais que l'espérance de vie actuellement, elle est en moyenne de 74 ans, ce qui veut dire qu'on a nettement amélioré notre espérance de vie ici au Maroc. Et tout ceci avait bien sûr un impact direct sur la pyramide de l'âge qui s'est pratiquement inversée entre les années 60 et actuellement. Avant, au cours des années 60, on avait une pyramide d'âge avec une base très élargie et un sommet très étroit, témoignant d'un rajeunissement de la population. Actuellement, on a de plus en plus une base très étroite au profit d'un sommet de plus en plus large qui marque le vieillissement de la population, ce qui va avoir un impact direct sur le profil épidémiologique et la charge de morbidité qui va avec au niveau de la population marocaine. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Diriger ici. Là-bas? C'est bizarre. Voilà, maintenant ça marche. Je suis désolée. Peut-être c'est la batterie. Sur l'ordinateur ici. Une fois, il vous attendez un peu. Hein? Juste une fois, vous attendez, sinon ça... D'accord. C'est au ralenti, disons. Alors, ça fait de même signe. Par rapport toujours dans le cadre de cette transition démographique, il y a bien sûr une nette diminution d'un différents types de mortalité. Là, j'ai donné juste l'exemple de la mortalité infantile qui a nettement diminué, et bien sûr la mortalité maternelle qui a
a presque été divisé par 2 entre les années 2004 et 2009. On était à 227 000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et on est arrivé actuellement à 132 décès pour 100 000 naissances vivantes. Alors, bien sûr, cette transition démographique avait un impact direct sur la transition épidémique, sur le profil épidémiologique et la charge de mobilité au niveau de la population marocaine, qui est caractérisée par la coexistence des 3 groupes de maladies, qui sont d'abord des maladies transmissibles, qui persistent toujours, bien qu'on a, je vais vous montrer quelques petits chiffres, on a une nette diminution, voire éradication de certaines pathologies, mais il y a quand même des problèmes, de gros problèmes de maladies transmissibles qui persistent toujours. À côté de ça, il y a l'émergence des maladies chroniques, y compris celles qui sont en relation directement avec l'alimentation. Et bien sûr, on a le 3e grand groupe de problèmes qui est lié directement au traumatisme. Et bien sûr, qui dit pathologie, en tant qu'épidémiologiste, je ne peux pas ne pas parler des facteurs de risque. Et quand on regarde les facteurs de risque, en fait, ce sont les mêmes facteurs de risque auparavant. Bien sûr, il y a l'amélioration d'un certain nombre de facteurs de risque, mais à côté de ça, ça surrajoute d'autres facteurs de risque émergents qui ont fait qu'on a l'émergence des maladies chroniques. Et là, je parle notamment surtout du comportement individuel et du style de vie qui a nettement changé et qui avait un impact direct sur l'émergence des maladies chroniques. À côté de ça, bien sûr, il y a l'émergence de nouveaux risques collectifs tels que l'utilisation de téléphones portables et pour lesquels le grand problème, c'est qu'on doit avoir le maximum de recul pour pouvoir décider s'il s'agit et s'il y a une association entre ces nouveaux facteurs collectifs et l'apparition et l'émergence de maladies chroniques. C'est ça le grand problème, c'est-à-dire qu'on doit s'attendre pour téléphone portable, c'est vrai, comme exemple, c'est vrai qu'il y a certaines études qui commencent à sortir des résultats, mais le grand problème, c'est le recul. On doit avoir suffisamment de recul, suffisamment de puissance statistique pour pouvoir décider s'il y a ou pas une association entre ces nouveaux risques collectifs et les nouvelles maladies qui émergent toujours. Juste quelques indicateurs. Sur les maladies transmissibles, vous le savez, il y a une nette diminution, notamment pour les maladies qui sont liées directement avec l'hygiène. On a une nette amélioration dans le sens de la propreté et l'hygiène de vie, mais malgré ça, il y a encore certaines maladies qui persistent toujours à l'état endémique, comme par exemple la typhoïde et l'hépatite A et E, qui sont liées nettement et un problème d'hygiène. Il y a la tuberculose qui est aussi, à côté du problème d'hygiène, il y a la promiscuité et le style de vie aussi, qui reste encore un problème de santé publique. Par rapport aux maladies chroniques, vous le savez aussi, maintenant, en fait, 75% de décès sont attribués aux maladies chroniques et vient en tête de liste les maladies cardiovasculaires après les tumeurs et après toutes les maladies endocriniennes et les maladies qui sont liées directement à la nutrition. Vous voyez que la nutrition, il a son impact, même pour les maladies cardiovasculaires, la nutrition, il est dedans, il a sa part, il est en cause d'une bonne partie d'apparition des maladies cardiovasculaires. Et les tumeurs, les cancers aussi. Professeur Schlinger vous a parlé tout à l'heure des recommandations nutritionnelles qui ont été élaborées et régulièrement mises à jour par le CIRC. Alors voilà, ça c'était juste pour vous mettre par rapport au profil épidémiologique et par rapport à cette transition qui est fortement liée et dépendante de tout ce qui est nutritionnel et qui font que les résultats que je vais vous montrer, ils sont directement liés. Donc c'est quoi la situation alimentaire au Maroc? Ce que je vais vous présenter, il y a des choses qui sont anciennes, certes. Le problème, c'est que dans le domaine de l'épidémiologie nutritionnelle, parce que c'est ce domaine-là qui va élaborer les chiffres en fait. Non seulement il y a trop peu de centres qui font de l'épidémiologie nutritionnelle au niveau marocain, à l'échelle marocaine, mais il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés pour avoir des données nutritionnelles. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il faut regarder les chiffres avec beaucoup de prudence. Et maintenant, quand je parle de l'association entre alimentation et maladie, alors on n'est pas en train de parler d'un aliment, mais d'une complexité d'aliments. Et il est très très difficile de préciser la part de chaque aliment dans l'apparition de telle ou telle maladie. Très très difficile parce qu'il y a toute l'interaction qui est avec, il y a tout le changement individuel vis-à-vis de cet aliment ou de ces aliments.
Donc toute la complexité est là. C'est vrai que les études de genre, des études se sont nettement améliorées du point de vue méthodologique et du point de vue surtout d'outils de collecte de l'information nutritionnelle auprès des participants, mais il y a encore du travail à faire et dans tous les cas, la prudence il est nécessaire, mais les données ils sont importantes, ils sont là. Je vais vous présenter quand même quelques-unes. Les premières données là, ici, c'est des données malheureusement qui n'émanent pas des études épidémiologiques. C'est des données qui émanent, ce sont en fait les résultats des études sur les dépenses des ménages sur des consommations bien déterminées dans les consommations alimentaires. Et maintenant, il y a le ministère de la Santé et le Haut Commissariat au Plan, ils font régulièrement des enquêtes auprès des ménages, ils font des enquêtes sur des échantillons de familles. On ne leur pose pas des questions précises sur ils mangent quoi exactement. On leur pose des questions sur ils dépensent combien sur tel ou tel aliment. Et vous imaginez que ce n'est pas en fait la réalité, parce qu'on peut très bien acheter pas mal de choses et ne pas en manger, oui ou non. Donc on essaie à travers ces enquêtes d'approcher la réalité tout en étant conscient que ce n'est pas la réalité. Mais on essaie quand même d'approcher. Je vais par la suite vous montrer des études sur des enquêtes individuelles qui cette fois-ci, ils donnent, c'est plus précis si vous voulez, puisqu'on pose des questions directement aux personnes, combien vous mangez de tel aliment et pendant combien de temps, et à quelle fréquence, et à quelle portion. C'est plus précis, sachant que là aussi, il y a des difficultés, il faut le reconnaître, il y a des difficultés d'interprétation, mais aussi de collecte d'informations, puisque notre alimentation, notre comportement alimentaire, il change d'un jour à l'autre. On n'est pas, et quand on pose la question, c'est par rapport à 3 jours de la semaine. Et 3 jours de la semaine, c'est pas forcément qui serait constant durant toute notre vie. Ça change, mais c'est beaucoup plus précis que les enquêtes du Haut Commissariat au Plan. Et pour être en même temps conscient des difficultés et des défis qui se posent pour la réalisation de ces enquêtes, mais aussi il faut tirer profit des résultats qu'on a. C'est les résultats, il faudrait tirer profit. Bien, je commence par les résultats, ça date de 2011, les derniers résultats qu'on a. J'ai fait une petite recherche pour actualiser mes données. J'ai trouvé que les dernières, il y a un dernier rapport qui est sorti en 2016, et pour une enquête qui a été faite 2013-2014. Le rapport n'est sorti qu'en 2016. Et c'est à peu près la même chose que celui auparavant. Et ils le font en partenariat avec le FAO, le Food Agriculture Organization. Donc, les principaux résultats concernant les habitudes alimentaires des Marocains, c'est ça en fait. Donc, n'importe quel Marocain, il va se poser la question, quel serait le régime poursuivi par les Marocains? Question qui paraît peut-être bête, mais il est importante vu la transition que je vous ai montrée. A priori, on s'attend à ce que le régime soit méditerranéen. Oui ou non? A priori. Mais vu qu'on est conscient actuellement des changements qui existent, on va dire, si ce n'est pas méditerranéen à 100%, quels seraient les autres régimes que les Marocains poursuivaient à côté du Méditerranéen? C'est ça la bonne question en fait, que l'on va explorer au fur et à mesure des différentes études qu'on est en train de mener. En tout cas, restons sur ce qu'a trouvé le Haut Commissariat au Plan avec le FAO. En fait, ils ont trouvé que le régime n'est pas à 100%, le régime des Marocains, les habitudes alimentaires des Marocains ne sont pas à 100% méditerranéens, et qu'il y a un changement profond du profil alimentaire qui est dû à la forte croissance de l'industrie agroalimentaire. Donc, il est dû aussi à l'encouragement des médias. Tous les produits processés qui sont passés dans la filière de l'industrie agroalimentaire ont fait de la promotion à fond, ce qui fait que notre population il est influencée, bien évidemment, quel que soit son niveau même d'instruction. On est influencé et donc ça impacte directement, impacte nos habitudes alimentaires. Et on va vers ce qu'il a appelé tout à l'heure la westernization, ou l'occidentalisation du régime alimentaire. Alors, comment il est ce régime? Selon ce rapport, il est en fait caractérisé par une forte consommation qui persiste encore de céréales, tant mieux, c'est des fibres, tant mieux. Donc, une forte consommation de tagine, à base principalement de légumes et peu de viande. C'est pas parce que
on ne veut pas manger beaucoup de viande, et parce que le niveau socio-économique ne le permet pas, tant mieux aussi, puisqu'il y a les légumes. La consommation de friture, on en a beaucoup, ce qui n'est pas toujours recommandé. Donc on consomme beaucoup de friture, surtout de légumes. Et le couscous ici, qui représente d'une manière indirecte les céréales, il est de moins en moins consommé dans nos habitudes alimentaires au profit des pâtes qui font partie du régime occidentalisé, mais ça reste quand même des céréales. Toujours dans le cadre de cette caractérisation du profil alimentaire des Marocains, il y a des fruits. Fort heureusement qu'on est un pays à forte production des agrumes. C'est la saison d'ailleurs, donc alhamdoulilah, c'est il est disponible et tout le monde peut se le permettre. Donc on reste quand même un pays à forte consommation d'agrumes, à forte consommation aussi d'huile d'olive, et ça change en fonction des saisons et en fonction des années et en fonction de la production du pays. Par rapport maintenant aux protéines d'origine animale, il y a plus de consommation de viande blanche, la volaille, par rapport aux viandes ovines ou bovines. Et malheureusement, le poisson, bien qu'on ait un pays à 3400 km de côte entre la Méditerranée la Méditerranée et l'Atlantique, on reste quand même un faible consommateur de poissons à cause justement du pouvoir d'achat qui n'est pas très élevé. Comment ? La culture. On a dit tout à l'heure que le comportement, c'est tout ça en fait. C'est tout ça. Le thé, comme vous le savez, il est très largement consommé, ce qui est une bonne chose, mais la mauvaise nouvelle, c'est que souvent trop sucré. Ça, par contre, c'est au détriment de ce qui est recommandé. La consommation du café, il est moindre par rapport à celle du thé, mais on insiste actuellement à une consommation de plus en plus. Ça y est, c'est à la mode. Ça fait partie du régime occidentalisé. Alors, maintenant, tout à l'heure, on a dit, on ne se limite pas à ce qu'on mange, mais c'est tout un rituel. Et notre rituel ici au Maroc, on garde toujours les 3 repas par jour. On les garde, et je parle là de la majorité des cas, bien que d'abord l'horaire continu, ça fait qu'on switch vers 2 repas. Mais grosso modo, j'ai dit ça, c'est en 2011. L'horaire continu, c'est après 2011. Si on refait l'enquête, on trouvera certainement qu'il y a le changement vers les 2 repas au détriment des 3 repas par jour. Bien sûr, à côté des 3 repas, il y a d'autres collations, notamment en milieu rural, puisqu'il y a une dépense énergétique maximum, donc ils ont besoin de plus d'énergie. C'est la raison pour laquelle elles rajoutent les collations du matin et du soir, entre les 3 repas qui sont communs pour tous les Marocains. Et bien évidemment, c'est une prise de repas en famille, il est toujours là. Selon le rapport 2011, où il y a certaines spécificités culturelles, telles que la séparation entre hommes et femmes et tout ça. Bien sûr, ça concerne beaucoup plus le milieu rural que le milieu urbain, et encore plus dans certaines familles et pas dans tout le Maroc. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certaines spécificités par rapport aux festivités et par rapport à certains mois. Le mois de Ramadan qui sacré, les périodes du Mouloud, en tout cas les festivités, tout ça, ça change. Alors, maintenant, ça c'est le profil qui a été décrit en 2011. La question, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à tout ça? Et quels sont les indicateurs de ce changement? Alors toujours, Hadith, c'est ce que j'ai noté comme dernières données qui sont sorties. Ça, c'est un rapport, vous pouvez le télécharger, donc je ne vous apprends rien. Vous pouvez avoir ce rapport avec le détail nécessaire sur Google. Mettez juste l'enquête, présentation des résultats de l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages, et vous allez trouver le rapport 2016. En fait, qu'est-ce qu'il est noté dans ce rapport? Il est noté qu'il y a une diminution de la consommation des produits riches en calories, tout ce qui est sucreries et céréales, entre bien sûr les années 2000 et 2014. Et puis, il y a une augmentation de la consommation de protéines animales, notamment les produits laitiers, les viandes, œufs et poissons. Et puis, la part des fruits a un tout petit peu augmenté et la part des légumineuses a un tout petit peu diminué. Grosso modo, c'est le changement qui a eu lieu durant cette dernière décennie. Alors, une autre remarque qui a eu lieu, qui a été notée dans ce rapport, c'est que en fait, il y a un nouveau concept, en fait, nouveau-ancien. C'est la part des aliments qui sont consommés à l'extérieur du domicile. Donc, c'est tout ce qui est fast food.
Ça a été remarqué que cette part a nettement augmenté durant cette dernière décennie et que, bien évidemment, ça a touché le milieu urbain beaucoup plus que le milieu rural. Donc, le détail, je vous invite à lire plus de détails. En tout cas, c'est un rapport qui ne concerne pas uniquement l'alimentation, ça concerne d'autres dépenses. Et je vous ai parlé un peu de la méthodologie de comment ils ont vu les informations, c'est à travers les dépenses qui sont destinées à la consommation et pas ce que les participants ont réellement mangé. Par contre, dans cette enquête que je vais vous présenter, ça représente réellement ce qu'a mangé, ce qu'ont consommé les participants. Qu'est-ce qu'ils ont consommé exactement? Alors là, c'est juste un bref rappel de la méthodologie qui a été utilisée. C'est une enquête qui a été menée en 2008 et c'était dans le cadre de l'élaboration du plan cancer avec la Fondation Lelesma. Et donc nous avons mené cette étude pour voir un peu quels sont les facteurs de risque nutritionnels, comportementaux et génétiques des cancers de manière générale. Donc, qui dit facteur de risque, on n'a pas ciblé dans cette enquête les malades, on avait ciblé la population générale, apparemment saine, et on était représentatif de la population marocaine. Mais c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'on a essayé de prendre un échantillon qui va ressembler le maximum possible à la vraie population marocaine. C'est ce qu'on appelle représentatif de la population marocaine. Un échantillon à travers lequel on peut avoir des indicateurs qui peuvent réellement représenter la vraie vie et la vraie population marocaine. Donc, il y a une méthodologie rigoureuse qu'on avait adoptée et on a touché le maximum de personnes à travers le Maroc dans tous les pays du sud au nord, de l'est à l'ouest. Donc, on a fait vraiment un échantillonnage. Donc, il n'y a aucun souci à ça. Sauf que 2008, il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans déjà, et avec l'occidentalisation du style de vie, vous imaginez que ça va peut-être changer. Malheureusement, une étude avec cette rigueur, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore fait. C'est vrai qu'il y a actuellement le lancement du deuxième plan cancer, actuellement qui est en train de se préparer. Ils vont adopter la même méthodologie, donc j'imagine qu'on va refaire l'étude pour voir un peu est-ce qu'il y a une transition entre-temps, entre 2008 et 2019. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte cette étude? Déjà, l'outil qui a été utilisé dans le cadre de cette enquête, c'était un fréquentiel alimentaire qui comportait les aliments qui sont le plus habituellement consommés par la population marocaine. Je m'explique. On a fait un peu le tour de table dans un benchmarking et on a listé les principaux aliments qui sont habituellement consommés par quiconque au Maroc. Donc vous imaginez avec moi qu'on a essayé de cibler quand même plus de 80 ou 90% des habitudes alimentaires marocaines. On les a listés et puis par la suite en face de chaque aliment ici, par exemple ici le pain, on avait listé combien de fois par semaine vous mangez le pain, biscottes, etc. Combien par semaine vous mangez les riz, pâtes, etc. Combien de fois par semaine vous mangez les produits laitiers, les yaourts, etc. Vous voyez? Donc on a essayé de lister les produits de base et le plus communément consommé par les Marocains, on a essayé de le représenter sur ce fréquentiel alimentaire. Donc vous avez compris un peu la méthodologie qu'on avait, et c'était juste des participants de 18 ans et plus, les adultes. 18 ans et plus, ça veut dire que les enfants ne sont pas concernés par cette enquête-là. Donc là, c'est la liste, en fait, et même par rapport à certaines boissons, les gras aussi, ici voilà. Et après avoir collecté les informations, c'est posé la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce que les Marocains suivent un régime méditerranéen? Cette question sous-entend qu'on a une caractérisation bien déterminée du régime méditerranéen, et on va par la suite voir les résultats, est-ce que ça colle avec cette caractérisation ou pas? Tout d'abord, c'est quoi un régime méditerranéen? Le régime méditerranéen, vous le savez tous, c'est une forte consommation de céréales, de fruits et légumes et tout ce qui est les noix, les fruits secs et tout ça. C'est une forte consommation d'huile d'olive, forte consommation de produits laitiers. C'est une consommation moyenne de viande, je parle des viandes blanches, poissons, les œufs, etc. Et une faible consommation de viande rouge, des viandes rouges. C'est ça l'origine méditerranéenne. Et vous allez voir à côté un peu de vin.
puisque jusqu'à le jour d'aujourd'hui, tout ce qui a été caractérisé par rapport au régime méditerranéen, ça venait du pays du nord de la Méditerranée. Jusqu'à le jour d'aujourd'hui, aucune étude n'a décrit le régime méditerranéen au niveau du sud de la Méditerranée. J'imagine si on avait fait ça, on n'avait pas trouvé le vin dans, dans ce panel d'aliments qui existe sur cette pyramide. Donc, grosso modo, c'est ça. Et comme le régime, c'est pas tout simplement ce qu'on mange, c'est un style de vie, à côté de ça, bien sûr, on a rajouté l'activité physique. Donc, une activité physique journalière à côté de ce panel d'aliments qu'il faudrait prendre régulièrement, ça détermine ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Donc, la question qui s'est posée, est-ce qu'un Marocain, il suit ou pas le régime méditerranéen? Donc, on s'est basé, bien sûr, sur un score. On a une donnée brute. Il y a une méthodologie à suivre pour dire que telle personne qui a participé, il suit ou pas. Il faut les catégoriser. D'accord? Il y a une méthodologie qui est publiée et on a suivi. Et le résultat, c'est quoi? J'imagine que... C'est quoi, à votre avis? C'est la fin de la journée. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que vous êtes... Comment? On suit le régime sans se rendre compte. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? Comment? 60%? 20% qui suivent le régime? 80? 30 000? Bien, quel que soit le chiffre, quel serait le plus surprenant pour vous? 100% d'adhérence ou 0% d'adhérence ou 50% d'adhérence? 0% d'adhérence, pas d'adhérence. Alors pour nous, justement, puisque l'hypothèse de départ, c'était tous les Marocains suivent un régime méditerranéen, on s'attend à ce qu'il y ait 100% d'adhérence au régime méditerranéen. La surprise, c'est pas une surprise, puisqu'on vit du changement nutritionnel, et cette transition nutritionnelle, on la suit. Donc, effectivement, il y a... Voilà. Effectivement, les 2 tiers de la population marocaine, selon ce score-là, suivaient le régime méditerranéen. Les 2 tiers en 2008. C'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais en rouge, je l'ai mis en rouge, pour tirer la sonnette d'alarme et dire que le 1 tiers, ça reste quand même beaucoup pour un pays qui est censé suivre un régime méditerranéen. Ça reste beaucoup. 2008. On verra, malheureusement, on n'a pas une étude avec cette rigueur, mais on a essayé de rassembler et de collecter quelques résultats d'autres études qui pourraient approcher un peu la réalité. On verra. Comment? Comme une étude en cours, on aimerait bien voir le résultat. Un travail comme ça. La marhaba. Comme kulchi, si vous voulez, mais c'est hyper intéressant de voir un peu le changement et cette transition. Vous voyez, le 1 tiers, c'est beaucoup. Haram. Le 1 tiers, parce que qui dit 1 tiers qui s'éloigne du régime méditerranéen, tout simplement, c'est le 1 tiers qui vont venir dans 10 ans, dans 20 ans, dans la date, c'est une charge de morbidité supplémentaire au système de santé. Voilà. Donc, on a creusé un peu et on a essayé d'analyser avec plus de profondeur nos résultats et en posant la question, c'est qui ces gens qui s'éloignent du régime méditerranéen? Qui sont ces gens-là? Quels sont les facteurs, autrement dit, quels sont les facteurs qui déterminent le départ? Voilà. Donc l'analyse nous a montré qu'en fait, il y a ceux qui sont single, widowed, divorced, divorcés, ou la vivant seuls, ou là les célibataires, les divorcés, les widowed, ou les veufs, voilà. Les veufs, voilà, ça, et ça se comprend. Sur le plan culturel, ça se comprend. Une autre catégorie, c'est les gens de haut niveau. Ils commencent ils peuvent se permettre quand même des choses. Quand même, tous les aliments de l'agroalimentaire qui passent par le processus, ils ne sont pas quand même disponibles pour tout le monde. Et tout le monde ne peut pas se permettre. Une catégorie qui s'explique, mais qui n'est pas une cause, peut-être c'est une conséquence, c'est les obèses. Donc peut-être parce qu'ils ne suivent pas les régimes alimentaires, c'est le sens de l'association il est inversé. Ils ne suivent pas. Donc, et comment? Les fonctionnaires. Le type de... Il n'est pas sorti.
il n'est pas sorti dans l'analyse. Ça a été fait, il n'est pas sorti. On ne présente, juste une seconde, on ne présente que les résultats significatifs. Ça sous-entend que d'autres facteurs ont été pris en considération, mais l'association n'était pas significative, c'est la raison pour laquelle on ne les a pas mis. Vous avez une question? Là? La répartition par sexe. Enfin, oui. Plus d'hommes que de femmes. Comment? Plus d'hommes que de femmes qui adhèrent aux Et sinon, les femmes, plutôt, les femmes, ils sont protégées. Enfin, ils adhèrent plus que les hommes. D'accord? Les femmes adhèrent plus que les hommes parce que dans la variable, c'est le départ et pas l'adhérence. C'est le départ, c'est l'ex. Alors, la grande surprise ici, c'est quoi? La grande surprise, c'est le rural. Attention, c'est le rural. On a trouvé, à notre grande surprise, ça nous a surpris et on a beau essayer à expliquer cet événement-là. C'est pas quand même quelque chose de facile. Le rural, il s'éloigne beaucoup plus que le rural du régime méditerranéen. Donc, on a essayé d'expliquer ça par la sécheresse, par l'exode rural, par pas mal d'autres facteurs, par l'accessibilité. Vous savez qu'actuellement, si vous faites une enquête socio-anthropologique, vous allez voir que les gens du rural, ils vendent leurs produits à eux, produits de terroir, pour acheter de la confiture par exemple, pour acheter du biscuit, pour acheter du process. Et donc, c'est une culture malheureusement qui commence aussi à s'installer aussi au niveau du rural. Il faudrait les comprendre. Alors quoi d'autre? Toujours activité physique qui fait partie du régime méditerranéen. Toujours dans le cadre de la même étude, nous avons c'était un questionnaire international qui s'appelle International Physical Activity Questionnaire, qui est utilisé à grande échelle et à l'échelle internationale. Nous l'avons utilisé et nous avons trouvé que 16% de la population, ils ont une low physical activity, il y a une physical activity basse, ils ne pratiquent pas beaucoup de sport et que parmi eux, 24%, les 1 quart des femmes, une femme sur 4 ne pratique pas de sport, ne bouge pas. Une femme sur 4 ne bouge pas. Et ça aussi, c'est un chiffre alarmant, ce qui explique aussi la part de l'obésité qui est beaucoup plus importante chez les femmes par rapport aux hommes. Voilà. Alors, d'autres résultats? Alors, là, les résultats que je vais vous montrer maintenant, ce sont les résultats d'une étude plus récente, avec un design, avec une méthodologie différente de celle que je viens de vous présenter. Il s'agit en fait d'une étude nationale sur les facteurs de risque aussi comportementaux, nutritionnels et génétiques, pas de la population générale, mais du cancer colorectal. Et c'est une étude dont le design est une étude cas témoin, qui veut dire on a recruté les cas de cancer colorectal à travers le Maroc et on a recruté en face de chaque cas de cancer colorectal son témoin qui n'a pas le cancer, qui n'a rien, qui est apparemment sain. Pourquoi ça? C'est un design que l'on peut utiliser dans les études épidémiologiques et qui permet de comparer ce que mange, puisque je parle ici nutrition, donc je vais parler que de ce volet nutrition, je ne vais pas parler des autres volets génétiques et comportement et tout le reste. Donc ça nous permet ce design de comparer les résultats de ceux qui sont apparemment sains aux résultats de ceux qui ont déjà du cancer. L'étude a été faite dans les 5 centres hospitaliers universitaires du Maroc, qui sont Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Oujda. Ça, c'est un grand avantage. Pourquoi? Parce que les 5 centres, ils drainent plus de 80% de la population marocaine. Oui ou non? Ce qui veut dire que ce que les participants vont rapporter, ça va représenter à peu près 80% de la culture et des habitudes des Marocains. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que ce sont des témoins. Je vais présenter les résultats uniquement des témoins et pas des cas. Ça ne nous intéresse pas, les cas dans le cadre de ce cours. Je vais vous présenter uniquement de ceux qui sont sains, qui approchent un peu la population saine, sans pour autant prétendre qu'ils soient représentatifs de la population marocaine. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ceci ou cela. Donc, il y a la prudence, j'aimerais bien que vous débloquiez. C'est cette prudence vis-à-vis de la lecture et de l'interprétation des chiffres. Donc, ici, je suis en train de présenter les résultats des témoins qui ont été utilisés dans une étude cas témoins. Et on va les considérer comme étant proches de la population marocaine
avec un certain nombre de billets qu'il faudrait par la suite discuter. Alors, l'avantage, ça couvre un peu 80% de la population marocaine. Donc, on a les habitudes alimentaires ديال الوجاده ديال الغرب ديال le sud ديال فاس ديال vous voyez on dit un peu un mélange nord est sud ouest etc. Ça c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que par rapport à l'étude de 2008, c'est que dans le cadre de cette étude-là, nous avons utilisé un questionnaire qui s'appelle le Food Frequency Questionnaire. C'est un référentiel alimentaire aussi, mais c'est un référentiel alimentaire qui a été très bien réfléchi. C'est un questionnaire alimentaire qui n'était pas conçu comme ça à zéro, non. C'est un questionnaire alimentaire qui a été inspiré, voire même directement traduit d'un questionnaire alimentaire utilisé actuellement dans le cadre d'une étude, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, il y a EPIC Study, European Prospective Investigation Cancer Study, qui a une dizaine de pays, où jusqu'à le jour d'aujourd'hui, il y a des millions de participants. Donc, il y a la Norvège, l'Espagne, l'Italie, la France, la Suède, Netherlands, etc. Il y a une dizaine de pays, UK, donc il y a une dizaine de pays. Là, on avait pris ce questionnaire en partenariat avec nous. On l'avait non seulement traduit, mais aussi adapté à notre contexte. Ce qui nous a permis d'intégrer tous les aliments non prévus dans leur culture, dans leurs habitudes alimentaires. Bimena Akhar, nous avons intégré, à côté de ce qu'ils ont déjà prévu dans leur questionnaire, nous avons par exemple intégré tout ce qui est lié à Qadid, je ne sais pas, Al-Raïd, Bilboula, Mufallaq, tout ce que vous pouvez imaginer qui relève de notre réellement culture. Et tout ça pour capturer le maximum d'informations concernant les habitudes alimentaires des Marocains. Ça, c'est hyper important. Le questionnaire, il est validé. Actuellement, il est publié, donc vous pouvez l'avoir. Et ça, c'est un point fort. Pour avoir ce questionnaire, comment on peut... Donc ça, c'est un point fort de ce questionnaire. Il contient 250 items alimentaires, donc facilement utilisables, où pour plus d'informations, c'est un questionnaire actuellement que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle enquête et il peut cibler n'importe quelle pathologie. مثلا شي واحد كيهتم بلا dermatologie, il peut l'utiliser. شي واحد في cancer, il peut l'utiliser. La gastro, vous pouvez l'utiliser. Donc dans n'importe quelle discipline, vous pouvez l'utiliser. Ça a un peu des inconvénients, ça prend plus de 30 minutes pour le remplir. C'est un inconvénient entre le début et la fin de l'enquête, le participant qui soit malade ou sain, il se fatigue, il s'ennuie peut-être. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas des difficultés ou là des problèmes qui sont inhérents à ce questionnaire, c'est de manière générale dans les études épidémiologiques, on a ce genre de problème. Mais l'outil existe. Toujours dans le cadre de cette étude, on a essayé bien sûr de voir les laxités physiques, elle fait partie du comportement alimentaire, où je fais les habitudes toxiques, où je fais tout ce qui est mesures anthropométriques, c'est-à-dire tour de taille, tour de manche, poids, taille, etc. On les a pris en considération. Donc, résultat maintenant de cette étude-là au niveau des contrôles ou des témoins. Donc, cette étude nous a permis au moins de dresser une liste des principaux aliments auxquels on s'intéresse dans le cadre du régime alimentaire et voir un peu quelle est la fréquence de consommation de tel ou tel aliment. Par exemple, si je prends ici les céréales, ici, je sais que les femmes, 50% des femmes, ils consomment plus de 450 grammes par jour. Par exemple, chez les contrôles. Je sais que les hommes, ils consomment plus de 453 grammes par jour. Je sais, si je prends maintenant le poisson ici, je sais que plus de 50% des femmes mangent plus de 149 grammes par jour. En moyenne, je parle là en moyenne, etc. etc. L'alcool ici, vous allez retrouver 0. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de personnes qui consomment de l'alcool. Ça, c'est des données rapportées. Et tout ce qui est rapporté, on va bien sûr le traiter avec beaucoup de prudence. Vous savez qu'il y a quand même, c'est pas toujours permis. Les gens ne le font pas comme ça au clair, quand ils boivent de l'alcool, c'est pas toujours permis. C'est peut-être mal vu et on peut expliquer le pourcentage comme étant, c'est des gens qui ne veulent pas rapporter comme étant consommateurs d'alcool.
Et le résultat suivant veut dire tout simplement que plus de 50% de la population marocaine ne consomme pas d'alcool. Ce qui est aussi vrai, ça peut être vrai aussi. Mais plus de 50%, quel est le vrai pourcentage? On a le détail, on va dire que 3% sont des consommateurs d'alcool. On peut lui dire, on a le détail de ce résultat, on l'a. Mais ce qui est sûr, c'est que plus de 50% ne consomment jamais de l'alcool. Ça, c'est sûr, avec la prudence dans l'interprétation que je viens de faire. Ça, c'est grosso modo. Maintenant, par rapport à la question de régime méditerranéen, voilà. La question au régime méditerranéen, c'est exactement la manière de calculer le score du régime méditerranéen ne change pas, mais les données ont changé. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Pratiquement le même résultat que ceux de 2008. Donc ici, c'est le résultat global de ceux qui n'adhèrent pas entièrement au régime. Disons, ils ont une faible adhérence au régime méditerranéen, un score de 0 à 3. Ça, c'est un score, une adhérence moyenne. Ça, c'est une forte adhérence, ceux qui adhèrent fortement au régime méditerranéen. Donc, ce que nous avons trouvé ici, c'est que, quand même, presque un tiers aussi, des Marocains n'adhèrent pas. Si on regarde ça, entre les hommes et les femmes, on va trouver que 27% des femmes n'adhèrent pas, ils s'éloignent du régime, et 26% des hommes s'éloignent du régime. Tout le reste, ils ont soit une adhérence moyenne ou une forte adhérence. Toujours est-il, le un tiers est toujours là, entre 2008 et aujourd'hui. Le résultat n'est pas encore publié, c'est confidentiel, donc on est en train de rédiger l'article sur ça, et il va sortir très prochainement, Inch'Allah. On a essayé de poser d'autres questions. Donc, vous savez, il y a le régime méditerranéen, mais il y a d'autres types de régimes. Il y a le régime occidentalisé, il y a le régime crétois, il y a d'autres types de régimes. Donc, la question qui vient juste après le premier constat, si tous les Marocains ne suivent pas le régime méditerranéen, quels sont les autres types de régimes? D'accord? Donc, il y a une manière de faire, il y a des analyses un peu spécialisées qui font qu'on a trouvé le résultat suivant. On a trouvé qu'en tête de liste, il y a le régime méditerranéen qui explique 26% de la variance globale de toute la population étudiée. Ça, c'est des choses vraiment purement statistiques. Mais vient après ce qu'on a appelé, nous, le risky pattern, le profil à risque, ou vous pouvez l'appeler aussi le profil occidentalisé, qui est caractérisé ici par une forte consommation de viande rouge. D'accord, ça, c'est des indicateurs qui donnent une idée sur la force de consommation. D'accord? Donc, plus cet indicateur il est grand, plus l'association ou la consommation il est grande. Plus cet indicateur il est bas, plus la consommation il est faible. Ici, dans le risky pattern, vous voyez qu'une forte consommation de viande rouge, une forte consommation de viande blanche, de poisson et de dairy products, les produits laitiers, qui est une bonne chose, qui est commun aussi avec le régime méditerranéen. Par contre, une très faible, ça on est tombé dans le négatif ici, une très faible consommation ici de l'huile d'olive, de légumineuses et des légumes. Et ça, c'est pas du tout recommandé. Au contraire, on recommande qu'il y ait une forte consommation de ces produits-là. Et puis, bien sûr, il y a d'autres profils. Je n'ai marqué ici que les trois premiers. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le profil le régime méditerranéen est là, mais juste après vient le risque pattern qui nous inquiète le plus et face auquel on doit mettre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre. Alors, quoi d'autre comme résultat dans cette étude-là? Rien. Voilà. Alors ça c'est... Non, j'ai loupé, je pense... Bon, peut-être ça va venir après. En tout cas, ça c'est juste des comparaisons entre ce qu'on avait trouvé dans le cadre de cette étude qui est toujours en cours. Ces résultats ne sont pas tous publiés. Et les résultats du profil nutritionnel que je vous ai montré tout au début de cette présentation. Là, par exemple, vous voyez que les produits laitiers de manière générale, ça c'est un article qui est publié déjà. Vous pouvez trouver ce résultat sur le net. Donc, nous avons trouvé ici qu'en moyenne, la population des contrôles consomme à peu près 293. Ça veut dire que, et avant, il y avait 103 presque.
Ça veut dire que la consommation a presque été multipliée par 3 entre les années 2011, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait l'étude, et 2017. Ce qui veut dire que les produits laitiers ont connu une nette augmentation dans le cadre de consommation. La même chose pour tout ce qui est viande rouge notamment. Les viandes rouges ici, vous voyez dans un article qui a été publié, toujours basé sur les résultats des dépenses des ménages destinés aux consommations. كتسمعوني؟ انتوا ما كتسمعوش Non, non. Il n'y a plus de batterie peut-être. Oh, je suis désolée. كاينه واحده اخرى هنا. مشى البلادور ما بقاش خدام. ها؟ Voilà, هذا c'est bon, l'akhar ma baqaش خدام. Alors, on continue juste pour dire la même chose par rapport aux viandes rouges. C'est vrai que j'ai mis deux types de résultats. Le résultat, il marche bien. Donc, deux types de résultats. C'est le résultat de notre étude que je viens de présenter. Voilà. Donc, c'est le résultat de l'étude que je viens de présenter. Et par contre, c'est les résultats qui émanent des dépenses des ménages destinés aux consommations alimentaires. Les chiffres, sur le plan méthodologique, il y a une grande différence. Mais au moins, on a une idée globale sur l'évolution de la consommation des Marocains par rapport aux viandes. Et vous voyez bien qu'il y a une nette quand même augmentation déjà faite de l'article HEDA entre les années 60 et les années 2000, et ça se confirme au fil des années. Maintenant, par rapport à l'activité physique et la sédentarité. Vous savez, il y a une différence entre sédentarité et activité physique. La sédentarité, il est défini comme une personne sédentaire, c'est une personne qui passe plus de 4 heures dans une position assise ou allongée en dehors des heures de sommeil, de ses propres heures de sommeil. Chacun a ses heures à lui, mais en dehors de ses heures de sommeil, si la personne dépasse les 4 heures dans une position debout ou allongée, c'est une personne qui peut être considérée comme étant sédentaire. David. De quelle durée? Sédentaire. Par excellence. Par excellence. Il y a du raffinement de la définition, il y a du raffinement. À partir de quelle durée? C'est-à-dire On considère que c'est sédentarité. Il y a la fréquence au cours de la dernière semaine, au cours d'une année, il y a du raffinement. Mais en tout cas, la définition de manière générale, la vie quotidienne, dans ton comportement de quotidien, il ne faut pas dépasser 4 heures tout en étant assis ou là, allongé dans un coin. D'accord? L'activité physique, c'est tout mouvement qui nécessite une dépense énergétique. Ça fait wadha. Tout mouvement qui nécessite une dépense énergétique, c'est de l'activité physique. Ça peut aller de low physical activity, medium to intense physical activity. En tout cas, pour pouvoir catégoriser les personnes dans les différentes catégories, il y a tout un questionnaire très détaillé. Là aussi, on travaille au niveau du laboratoire sur son adaptation transculturelle ici au Maroc parce qu'il prend en considération un certain nombre d'activités qui ne sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs. L'International Physical Activity Questionnaire, c'est un questionnaire qui émane des pays occidentaux qui ont des sports, qui ont des habitudes à eux, qui ont des choses propres à eux, qui ne sont pas forcément applicables à nous. Donc là, on est en train d'adapter ce questionnaire à notre contexte. Je ne sais pas, les différentes autres activités, mais donc on est en train de revoir le questionnaire et d'intégrer les différentes activités propres à nous pour pouvoir le valider et par la suite l'utiliser pour pouvoir avoir des résultats plus fiables dans l'avenir. En tout cas, on a utilisé leur questionnaire. Quand même, un certain jusqu'à 80% des activités qui sont applicables, donc on en profite quand même. Et les résultats qu'on avait trouvés, c'est celui-là. On a trouvé quand même que parmi les femmes ici, 30% qui ont une activité physique très faible versus chez les hommes 14%. Ça veut dire que les hommes sont beaucoup plus actifs, ça se comprend, c'est normal. Ils sont plus actifs que les femmes. Maintenant, par rapport à la sédentarité, ici, vous voyez, les hommes et les femmes ont pratiquement les mêmes habitudes.
un tiers, un peu plus de un tiers, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ils sont sédentaires. Et ça, il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'un comportement sédentaire implique les pathologies chroniques, notamment les âges avancés. Voilà. Je résume un peu les principaux résultats qu'on a trouvés dans cette étude-là. Je les résume sous forme de ce tableau-là qui inclut les recommandations dont Schlinger, le professeur Schlinger vous en a parlé tout à l'heure, en disant que le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, élabore chaque année, il élabore des recommandations par rapport aux habitudes à acquérir, les habitudes à adopter. Bien sûr, il ne fait pas ça comme ça. C'est un panel d'experts qui se réunit régulièrement, chacun dans son domaine d'expertise. Ils se réunissent et ils font ce qu'on appelle les revues systématiques. Ça veut dire qu'ils rassemblent toute la littérature qui existe sur le marché, entre guillemets, et ils font ce qu'on appelle une méta-analyse pour voir un peu, au lieu de voir des données qui sont spécifiques à une population X, au Maroc par exemple, ou là en Italie ou là, ils agrègent toutes les données, ils le mettent dans le même panel, surtout si les méthodologies sont les mêmes. Ils les mettent dans le même panier et ils refont l'analyse encore une fois et ils ressortent avec des résultats plus fiables. C'est une règle très importante en épidémiologie. Oui? Ça vous l'avez pas compris. Alors pour sortir, هادو les recommandations. Ça, 1, 2, 3. Ça, c'est les recommandations du Centre international de recherche sur le cancer. Le reste, surtout la dernière colonne, c'est les résultats qu'on avait trouvés par rapport à ces recommandations. Est-ce qu'on adhère ou pas? Je vais vous expliquer par la suite. Ce que je voulais dire par ces recommandations, ce sont des recommandations qui sont très bien réfléchies et très bien étudiées. Comment? En fait, il y a tous les experts du monde, par exemple, dans l'activité physique. Ils se réunissent. D'accord? Au niveau du Centre international de recherche sur le cancer, régulièrement, ils se réunissent. Leur tâche, c'est quoi? C'est rassembler toutes les publications qui sont sorties sur l'activité physique. Les rassembler, voir leur méthodologie et voir un peu est-ce que les données sont agrégables ou pas. Est-ce qu'on peut les agréger ou pas? Et est-ce qu'on peut les agréger? Est-ce qu'on peut les mettre ensemble dans la même base de données et refaire l'analyse? C'est comme ça qu'ils travaillent. Ça s'appelle, dans un premier temps, revue systématique. Donc, on recherche systématiquement toutes les publications qui existent dans le marché de la recherche. Et puis, dans un deuxième temps, on analyse les données. Si on peut les mettre dans la même base de données. Une fois on refait l'analyse, bien sûr, il y a des associations qui vont sortir qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont déjà là au niveau des populations séparées. Vous comprenez ça? Ça fait? Bien sûr, la règle statistique, c'est quoi? Plus l'échantillon est grand, plus s'il a une association qui est petite, qui n'apparaît pas à petite échelle, il va apparaître à grande échelle. C'est le microscope. Le microscope, des fois, on est amené à regarder une lame avec un grossissement de 40. Et quand on demande à celui qui a regardé, il dit « j'ai rien vu ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la lame. Si j'augmente le grossissement à 100, forcément, il y a des choses qui vont apparaître qui n'étaient pas apparentes au début. C'est exactement le même principe en statistique. Plus on augmente le nombre de participants, plus les associations qui n'apparaissaient pas à petite échelle vont apparaître, mais de manière plus claire à grande échelle. Donc, c'est la raison pour laquelle ils collectent toutes les données sur un seul sujet et refont l'analyse et sortent ces recommandations-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces recommandations, des fois, ils bougent. Ça veut dire quoi? Ils bougent, ça veut dire des fois, ils changent. Des fois, une association qui dit le panel d'experts, il n'y a pas d'association, donc tel aliment, tel nutriment n'est pas considéré comme cancérigène. Ça fait ou la probable. 10 ans après, qu'on a d'autres études qui se sont surajoutées avec des méthodologies beaucoup plus rigoureuses. Ils rajoutent ça dans le panier, ils refont l'analyse. Tiens, l'association il est devenue plus évidente maintenant. C'est la raison pour laquelle je vais classer le lichen probable, la classification clinique, je vais la reclasser comme étant certain. Et donc, la l'augmentation, ne pas manger l'acrylamide, c'est cancérigène. C'est comme ça qu'on fait en général. Et donc, est-ce qu'on a un peu la méthodologie, comment on fait les panels d'experts?
C'est un rapport qui sort, mais chez tous les jours, mais il sort tous les 10 ans. C'est pour ça que le recul. Le recul, il est important. Très, très important. Il y a une mise à jour des rapports du Centre international de recherche sur le cancer tous les 10 ans. Ils sont disponibles sur les sites pour votre information si vous voulez en savoir plus. Bon, je ferme la parenthèse de la méthodologie de ces rapports pour arriver le résultat d'IENMA. Dans cette enquête, il est accepté, il est en cours de publication cet article, les résultats, donc vous pouvez en profiter. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? On a trouvé dans la population des contrôles, des témoins qui sont apparemment sains, on avait trouvé quand même que 14%, chez l'article de 2018, on avait trouvé 16% dans la population générale, qui sont inactifs 10 ans. Et là, on a 14%, ça veut dire que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. On avait trouvé que pour tout ce qui est consommation de fruits et légumes, une bonne partie, ça, ce qui est en faveur de nos habitudes alimentaires, je parle des habitudes alimentaires, donc les Marocains, ils mangent encore, dans 80% des cas, ils mangent les portions recommandées, les portions requises par le Centre international de recherche sur le cancer. Par rapport maintenant aux légumineuses, là aussi, les 3/4 pratiquement de la population marocaine, ils consomment beaucoup. Dans les règles, dans les seuils requis par l'OMS. Le CIRC, c'est une agence de l'OMS. Aussi, une autre recommandation, le BMI, je reviendrai tout à l'heure pour le Body Mass Index, je reviendrai tout à l'heure, mais on continue sur les recommandations. Je suis désolée. Je me rapproche. Voilà. Là. Voilà. Alors toujours ce qui est tout ce qui est produit sucré, dans le thé aussi. Dans le thé qui est malheureusement on le consomme trop sucré. Il y a plus de la moitié de la population qui le consomme. Et ça, c'est un mauvais signe. On a trouvé que pour les produits animaux, tout ce qui est viande rouge notamment, on a trouvé quand même que la majorité, ils respectent la recommandation, ils mangent moins de 500. Fort heureusement pour peut-être le niveau socio-économique qui a fait qu'on a une faible consommation. Mais tant mieux. Une autre donnée ici, c'est tout ce qui est alcool. Presque la quasi-totalité des Marocains ne consomment pas, parce qu'il y a la recommandation. On a le score, on a dit qu'à consommer moins de 20 grammes. Et tout à l'heure, je vous ai montré les résultats bruts. C'était 0, plus de 50% ne consomment pas du tout des produits alcoolisés. Alors, ça, c'était juste pour avoir une idée sur les habitudes alimentaires des Marocains qui ont certes un impact direct sur la situation nutritionnelle des Marocains. Quand on parle de situation nutritionnelle, c'est tout ce qui est bien sûr obésité, surpoids, sous-poids ou même malnutrition chez l'adulte comme chez l'enfant. Et là, je vais vous donner aussi quelques chiffres par rapport à ces indicateurs-là. S'il vous plaît, pardon, pour les deux tableaux précédents, c'était des recommandations ou des résultats de méta-analyse? Alors, ce que j'ai, je vous ai les recommandations qu'en fait, ce sont les résultats des méta-analyses et des revues systématiques. C'est ce que j'ai expliqué pour la méthodologie. Donc, les recommandations, si vous rentrez dans le Centre international de recherche sur le cancer, ou là, si vous téléchargez le rapport, le dernier rapport, vous allez trouver ça. Nous recommandons, en anglais, nous recommandons telle consommation, nous recommandons telle consommation par jour de sucre. Nous recommandons telle quantité de consommation de produits animaux. Nous recommandons, les recommandations, red and processed meat under 500 grams per week, and processed meat intake under 3 grams per week. C'est la recommandation. Sinon, vous ne respectez pas la recommandation. Vous respectez fortement la recommandation, moyennement la recommandation, pas du tout la recommandation. Ça fait? Mais la recommandation de Radit Choufra, vous mettez les premières lignes, tout ce qui est 1, BELT 1. C'est bon? Vous avez tous compris? Vous avez tous compris, il y a les recommandations d'abord à l'échelle internationale. C'est vrai que c'est des recommandations qui ont émané du Centre international de recherche sur le cancer, mais actuellement, même à l'échelle de l'OMS, on est en train d'appliquer sur toutes les maladies chroniques.
C'est exactement pratiquement la même chose. Le cancer ou les autres pathologies chroniques, c'est à peu près la même chose. L'étude d'IELMA, de 2017, enfin, qui s'est terminée en 2017, on a voulu savoir à quel degré nos participants adhéraient à ces recommandations ou pas. Voilà. Alors, maintenant, situation nutritionnelle, je ne vous apprends rien, là aussi. C'est juste pour vous montrer un peu la tendance, l'évolution de l'obésité au fil des années. Et vous l'avez deviné certainement, vous l'avez remarqué à travers votre pratique quotidienne. On a un problème de sous-poids, mais pas aussi important que le problème d'obésité et de surpoids. La preuve, c'est que ici, le surpoids ici, qui est défini par l'OMS comme étant un BMI, un indice de masse corporelle entre 25 et 30 kg par mètre carré, il est passé de 21 au cours des années 21% au cours des années 80 à 25% au cours des années 90. L'obésité à elle seule, qui est définie par un BMI supérieur à 30 kg par mètre carré, il est passé de 4, il a plus que doublé en 90. Il est passé de 4 à 10,3. 4 fois 2, à 8 millions. Alors qu'on est en 90 à 10%. Si on prend les deux, on est en 90 à 35%. En 2008, on a fait la même chose et bien sûr, les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter. Et donc, on était, la diapo juste, on était, voilà. Et on était à 35% en 90, obésité, obésité et surpoids. Les deux dans le même panier, obésité et surpoids. Quand on est 25% en 80, on est passé à 35% en 90. Sur 2008, on est passé, il a dit all, sans regarder le sexe, homme et femme, il a dit all, le surpoids et l'obésité. 29 plus 13, on est à combien maintenant? Plus 43. On est à 43%. Ça veut dire qu'on était en 35% les années 90. En 2008, on est à 43. Je vous regardez-moi ça. En 2017, Heda plus Heda, ça c'est les deux chiffres. Heda le BMI, Heda le surpoids, Heda l'obésité. Vous voyez, on est à plus de 50%. Ça veut dire malgré les efforts, les chiffres ne cessent d'augmenter. Et ça, c'est une sonnette d'alarme pour vous les praticiens, pour tous les décideurs de la santé publique. Arrêtons l'hémorragie. On n'arrive pas à changer, à renverser cette évolution. En 2008, déjà, on a essayé de raffiner l'analyse pour voir un peu quels sont les gens qui sont plus à risque de développer le surpoids et obésité. Et bien sûr, ce genre d'analyse, ça se fait séparément chez les hommes et chez les femmes, parce que ce n'est pas le même profil, ce n'est pas les mêmes habitudes, ce n'est pas les mêmes facteurs physiologiques, etc. Donc, chez les principaux résultats, chez les femmes, on avait trouvé que à partir de 45 ans, on a plus de soucis, on a plus de risques de développer l'obésité, le surpoids, les mariés aussi, et celles qui habitent la Nouvelle Médina. Ça, c'est les principaux facteurs de risque. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été étudiés. Si, ils ont été étudiés, notamment le facteur socio-économique, la profession, etc., etc. Mais ceux qui déterminent réellement le risque d'apparition de l'obésité et de surpoids chez la femme, c'est ces trois risques-là. Chez l'homme maintenant, on a des facteurs un peu différents de ceux de la femme. Donc chez l'homme, on avait trouvé que les hommes mariés ont 3 fois plus de risque de développer l'obésité et le surpoids par rapport aux hommes qui ne sont pas mariés. Donc en comparaison, ne mariez pas. Ne vous mariez pas. Je rigole. Je rigole parce que les risques Allah tout simplement. Et par contre, ce qui est important, c'est que le niveau socio-économique est un facteur déterminant dans l'obésité chez l'homme. Donc plus il touche bien, plus il mange bien, plus il est à risque de bien, entre guillemets, c'est-à-dire en termes de l'abondance, en termes pas de qualité toujours, mais surtout l'abondance, la quantité. Voilà, donc quoi d'autre comme résultat je veux vous montrer. C'est rapide. Voilà. Alors à côté de ça,
mais aussi les hommes. Méfiez-vous, les hommes aussi, ils sont très touchés. C'est des chiffres qui sont, que j'ai trouvé sur les rapports du ministère de la Santé. Ça existe sur l'Internet, donc vous pouvez les avoir. Donc il y a 18% quand même. À la limite, les chiffres pour les femmes, on a l'habitude d'entendre ces chiffres. Presque le 1/3 et des fois, plus du 1/3 des femmes souffrent de l'anémie ferriprine. Alors que les hommes aussi, ils en souffrent et on n'en parle pas beaucoup. On a les carences en acide folique, 10% de femmes en âge de procréer. On a la consommation aussi des autres micronutriments. Vous aurez largement le temps d'en parler au cours de cette semaine. Donc, Hachim, ça concerne l'adulte. Maintenant, l'enfant aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup de carences chez l'enfant. Et le premier pas, avant de parler du détail, c'est le premier pas dans le monde de l'alimentation, c'est l'allaitement maternel chez l'enfant. Malheureusement, on a tendance à s'éloigner de ce comportement très bénéfique, mais pour la femme elle-même qui allaite. Malheureusement, les chiffres disent que uniquement 15% des femmes, uniquement 15% des femmes qui allaitent actuellement leur enfant. Et encore une grande question sur la durée de l'allaitement qui a baissé selon l'étude REDI, toujours du ministère de la Santé, qui a baissé de 15 à 13 mois comme durée maximale d'allaitement pour le maximum des femmes, les 15% qui allaitent. Nous n'en parlons pas des autres qui n'allaitent pas du tout. Bien sûr, ceci a des retombées directement sur la santé des enfants, notamment qu'il y a le problème de protéines énergétiques. Normalement, c'est des problèmes historiques. On en souffre jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Historiquement, on parlait de kwashiorkor, du marasme et tout ça, mais on en souffre. Le pourcentage des femmes qui allaitent, on exclut déjà les femmes qui n'ont pas le droit d'allaiter. Ceux qui doivent allaiter, normalement. Mais regardez le rapport du ministère, il donne plus de détails sur la méthodologie. Les chiffres, vous pouvez les télécharger. C'est-à-dire, si vous voulez avoir plus de détails sur la méthodologie ou les chiffres là, vous avez toute l'information nécessaire. Alors, on est pour vous dire, pour tirer la sonnette d'alarme, que le kwashiorkor comme le marasme, c'est haram. Haram l'abondance, en fait, l'abondance alimentaire, on en souffre encore. Une autre chose, par rapport toujours aux carences chez l'enfant. Carence chez l'enfant, on a bien sûr l'impact, le fait de ne pas allaiter, on a beaucoup de problèmes de malnutrition fœtale, bien sûr avant l'allaitement, mais dans la malnutrition aiguë, on a aussi la malnutrition chronique, ou on a, à côté de tout ce qui est malnutrition, on a malheureusement le surpoids et l'obésité aussi. On a le surpoids et l'obésité. 5% c'est beaucoup, Allah. 5% c'est beaucoup. 15% ils sont en surpoids. C'est des chiffres qui datent quand même. Si on refait l'enquête, l'étude, certainement ça va doubler. On va le double de ces chiffres-là. Les carences nutritionnelles, je vous fais par toutes les carences possibles qu'il donc vitamine A, fer, iode, vitamine D, l'acide folique, les sources, les chiffres ça date aussi. Malheureusement, on a la mise à jour, malheureusement. Voilà, bien sûr, toutes ces carences, tous ces problèmes sanitaires, tous ces problèmes ont un impact aussi bien sur l'individu que sur la société. Et ça, vous le savez, je ne vais pas détailler plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que fait l'État par rapport à ça, face à ça, pour lutter contre tout ça? Que fait l'État? Là, comme ce qui existe sur les documents. Maintenant, c'est vous les praticiens qui devez nous dire, c'est vous qui devez nous dire sur le plan pratique, est-ce que ça se pratique ou pas. En tout cas, ce qui est dans le ministère, c'est qu'il y a d'abord le programme national de fortification des aliments de large consommation. Effectivement, tout ce qui est fortification de l'huile, de la farine, du lait, du sel, etc. Donc, en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, avec un contrôle qualité, avec une réglementation, tout ça, par contre, avec des campagnes de promotion de ces aliments fortifiés. Donc c'est de la promotion un peu de ce genre d'aliments, etc. Le programme de supplémentation, donc actuellement il est intégré dans le PNI, le programme national d'immunisation. Il y a automatiquement la vitamine A qu'on donne aux mamans dès la naissance, et à son bébé bien sûr.
Et bien sûr, l'approvisionnement aussi en vitamine D et en acide folique, ça existe. Et donc, tous les activités qui vont avec pour faire la promotion de cette et le renforcement de cette supplémentation au niveau, notamment des établissements de soins de santé de base. Par rapport à la fortification, j'en ai parlé. Maintenant, le deuxième axe sur lequel l'État travaille, c'est la stratégie nationale de nutrition 2011-2019. Normalement, et dans cette stratégie, il y a 4 axes stratégiques. Il y a le renforcement de la composante nutrition dans les programmes de santé. C'est pour ça que le centre de santé, notamment, un bureau mère-enfant, de vaccination, les guichets, disons, vaccination, mère-enfant, etc., santé maternelle-infantile, qui est une nutrition d'abord. On est en train, je ne sais pas, la santé, en tout cas, ça existe dans certains centres. Dans certains centres, ils le font très bien. Par contre, est-ce que c'est généralisable et de la même qualité? Ça, c'est une grande question. Et bien sûr, intégration de la composante nutrition dans les programmes éducatifs et dans les actions communautaires. Ça, il y a encore un gros travail à faire parce que ça implique le ministère de l'Éducation et pas uniquement le ministère de la Santé. Et bien sûr, il faut développer toutes les mesures nécessaires pour appuyer cette stratégie. Les partenaires sont multiples, vous l'avez deviné, c'est l'agroalimentaire, c'est l'industrie, c'est l'éducation, c'est l'intérieur, c'est la santé tabac. C'est tout ça, ce sont les partenaires qui sont indispensables pour réussir la stratégie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, grosso modo, par rapport à ça. Vous avez maintenant une idée sur les habitudes alimentaires marocaines à travers les résultats des enquêtes sur les dépenses des ménages et à travers les résultats des enquêtes individuelles. Donc, c'est comme un peu Sora. On peut conclure que le régime, il est encore là, méditerranéen, des Marocains, il est encore là, mais il faut le promouvoir, il faut le préserver, il faut mettre tous les moyens justement pour le préserver. Et pour améliorer bien sûr la situation nutritionnelle de la population marocaine, il n'y a pas que le ministère de la Santé qui doit intervenir, mais un certain nombre de partenaires qui doivent activement participer à améliorer cette situation. Et enfin, il y a des efforts qui sont déployés, ça reste insuffisant. Et pour moi, en tant qu'épidémiologiste, à côté de tout ce que le ministère de la Santé et tous les cliniciens font, je crois que les données sont importantes à élaborer. Et donc, il faudrait plus d'études avec une méthodologie rigoureuse pour nous donner une idée encore plus claire sur ce qui se passe en matière de nutrition et des habitudes alimentaires et de l'état de santé des Marocains. Voilà, je pense que c'est ma dernière diapo. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, merci à vous. Mais je suis prête à répondre s'il y a des questions. Oui? Avec le micro peut-être. Merci. La première question, c'est concernant les résultats de l'étude sur le cancer colorectal. Quels étaient les résultats d'association? En bref, je sais que vous ne pouvez pas délivrer tous les résultats, mais en général, quels sont les facteurs de risque au Maroc? Je vous donne la deuxième question, c'est sur l'obésité abdominale. Est-ce qu'il n'a pas été étudié, sachant qu'il a été démontré comme facteur de risque? Vous avez parlé du BMI, du contour de taille. Dans l'étude, vous avez parlé que comme régime méditerranéen, c'est surtout les gens qui s'en éloignent, les célibataires, les veuves, les divorcés, tout ça. Et j'ai remarqué que c'est surtout pour les personnes âgées de plus de 30 ans, si je ne me suis pas bien trompée. Non? Non, c'est tous dans le même panier. Je voulais seulement vous demander, est-ce que ça ne prête pas à confusion? Les personnes, généralement, les personnes qui sont veuves, célibataires. C'est plus de 30 ans. Peut-être. Oui. Peut-être. Et sur la nutrition, je crois qu'il y a actuellement au Maroc une enquête sur la nutrition. Elle va être lancée au cours de cette semaine, une formation à Rabat pour les personnes, les enquêteurs et tout ça. Et je crois que c'est ce qui va évaluer la stratégie. J'ai pas encore. Tu participes. Vous participez à cette enquête? Non, malheureusement, mais je crois que j'ai le protocole. Je pourrais vous le. D'accord. Très bien. Parfait. Merci pour toutes ces questions très importantes. Je commence par la première. La première qui était concernant quelles sont les associations qui ont été trouvées dans le cadre de l'étude cancer colorectal et nutrition. C'est ça. En fait, quelles
qu'il y a des études, qu'il y a des résultats qui sont déjà publiés, d'autres en cours. On a comme quelques hadans. Grosso modo, on suit la même tendance à l'échelle internationale. Bimena, dans les études à l'échelle internationale, on avait trouvé que les produits laitiers sont plutôt protecteurs contre le cancer colorectal. Et bien, c'est ce qu'on avait trouvé dans le cadre de notre étude et c'est publié. Donc, tant mieux. Les viandes rouges, ils sont facteurs de risque du cancer colorectal, c'est connu. Ce qu'on avait trouvé, c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On est en train de réanalyser encore une fois et de raffiner et disons, de faire le nettoyage, plus de nettoyage de nos données. Mais ce qu'on avait trouvé, à prime abord, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'effectivement, les viandes rouges, telles que décrites, ils sont facteurs de risque. C'est une association très positive avec le cancer colorectal. Mais, un grand mais, se pose pour les processed traditionally processed meat اللي هما الخليع والقديد ويعني les produits viande rouge conservés traditionnellement. Ça par contre, bien que on a une très faible consommation des Marocains, quand on regarde un peu le descriptif, on a une très faible consommation de ce genre de produits au niveau de la population marocaine. Mais à notre grande surprise, on avait trouvé que ces produits sont plutôt protecteurs. Donc, il y a la nouveauté de l'étude ديالنا. نسيت ما قلت لكمش pour les produits laitiers, لقينا quand même l'association elle était protectrice dans le sens de la protection, mais la force de l'association elle est davantage marquée dans les produits laitiers traditionnels que dans les produits laitiers modernes. Je m'explique. Tout ce qui est raïb, tout ce qui est klila, comment? Raïb, la smilla. Smen c'est pas un produit laitier. Smen c'est du gras. C'est du gras. Donc, on a tout ce qui est klila, tout ce qui est raïb, tout ce qui est saïkok, tout ce qui est ben, ça c'est traditionnel. D'accord? On avait trouvé aussi une association, une forte association dans le sens de la protection, plus marquée que l'association qui a été retrouvée aussi, Tahia protectrice, mais à un degré moindre par rapport aux produits laitiers traditionnels. Ce qui est en faveur de la promotion de nos produits de terroir. D'accord? Ça c'est important. Ou qu'il y a bien sûr d'autres, les fruits et légumes, sachant que c'est critiquable, par exemple si je parle de produits de fruits et légumes, qu'il y a la notion de pesticides qui n'a pas été prise en compte. C'est des choses qui peuvent. Maintenant, les viandes, la manière de cuisson n'a pas été prise en compte. Il faut prendre avec beaucoup de prudence l'interprétation des résultats qu'on avait trouvés. Donc, elle dit la question par rapport au cancer colorectal et association. Rappelez-moi s'il vous plaît pour la deuxième. Comment? L'obésité abdominale. Alors, dans le cadre de cette étude, effectivement, tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on demandait aux participants, c'est de nous répondre par rapport à leurs habitudes alimentaires une année avant l'enquête, durant l'année qui précède l'enquête. 1. 2. Pour le cancéreux, on lui demandait ses habitudes avant l'apparition des symptômes. لأن in fine, une exposition, un temps, une durée de temps pour l'apparition de la maladie. Et ça, on ne peut pas le garantir si on ne respecte pas cette chronologie. Donc, le minimum de billets qu'on puisse avoir dans ce design, on va au moins leur demander leurs habitudes avant le premier symptôme, avant l'apparition des premiers symptômes. C'est-à-dire pour nous approcher de la réalité. Ça aussi, on a des billets, on a les manières avec la... Donc, du moment où la conception était comme ça, le pourtour abdominal au moment de l'enquête, ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf pour les contrôles. Les contrôles, franchement, on n'a pas encore analysé, on l'a. Mais on n'a pas encore analysé, mais c'est une très bonne question, il a toute sa place. Par contre, le cancéreux, ça n'a aucune valeur. Il a déjà le cancer, on l'a pris, il a déjà le cancer, donc ça n'a aucune valeur. Troisième question, c'était quoi? Sur le régime méditerranéen, au-delà de 30 ans. Alors, je vous ai montré ce qu'on appelle l'analyse multivariée. Et quand on fait une analyse multivariée en termes statistiques, ça veut dire qu'on prend en considération tous les autres facteurs. Ça veut dire, si je vous ai montré ici que le fait d'être célibataire, divorcé ou veuf est un facteur de risque, ça a pris déjà en considération dans l'analyse l'âge, qu'il soit à un âge 18 ans, aux alentours de 18 ans ou la plus. La dernière question? C'est bon? L'enquête, j'aimerais bien avoir le protocole. J'ai entendu parler, j'en ai entendu parler. Très bien, merci beaucoup. Anna, je vais vous donner mes coordonnées par la suite. D'autres questions?
étaient les efforts qui ont été faits face à cela, parce que quand même l'étude, ça remonte à 2008. La première, où il y avait quand même un tiers de la population qui s'éloigne d'origine méditerranéenne. Quels étaient les efforts de l'État, du ministère du ministère de l'Éducation nationale? Et puis, deuxième chose, est-ce qu'il ne faut pas introduire la nutrition comme module dans la formation des médecins? Parce que, en tant que médecin, on est face devant nos familles, on pose des questions comme si maintenant c'est la tendance. Internet, il y a des gens à tort et à travers, et par la nutrition, c'est-à-dire les bons, celui-là non, et on n'a pas de réponse. Alors, ma réponse par rapport à la première question, quels sont les efforts qui ont été faits pour arrêter ce fléau? L'enquête 2008, on l'avait faite sur commande de la Fondation de l'Islam, de lutte contre le cancer. Donc, le fruit direct de ce travail et d'autres travaux, bien sûr. Il n'y avait pas que celui-là. Il y avait des travaux sur l'assurance, il y avait des travaux sur la législation, il y avait des travaux sur l'éducation, il y avait plein de travaux. Une vingtaine d'études qui ont été menées pour élaborer le plan cancer. Le fruit, c'était le plan cancer. Donc, quand vous regardez le plan cancer, vous allez voir parmi les axes stratégiques qu'il y a un axe qui est la prévention. Ils font de la promotion de la prévention contre le cancer. L'axe prévention, toutes les campagnes de prévention possibles. Les spots, le dépistage du cancer du sein, etc., ça fait partie de la prévention, mais aussi les spots de manger bien, marcher, promotion de l'activité physique et tout ça. Ça, c'est parmi les fruits et qu'il y a bien d'autres. Il faudrait pérenniser des actions, il faut les suivre. Pour l'État, en partenariat avec le ministère de la Santé. Parce que même sur les médias, au lieu de trouver des... C'est insuffisant. C'est insuffisant. Au lieu de parler de la nutrition saine, on parle plutôt du hot dog. نعطيكم غير واحد هذا الدومين de la prévention. C'est un domaine qui ne rend pas de l'argent. Ça fait. Et donc c'est pas en fait c'est pas la cible de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est vrai et en contrepartie, il ne consomme pas d'argent, mais un minimum il est requis. Un minimum d'argent pour le promouvoir, il est requis. باش غادير les spots, باش غادير les campagnes de sensibilisation, باش غادير déplacer les provinces, c'est de l'argent ça. C'est pas aussi important que l'argent déployé pour maintenant faire de la chimiothérapie ou là autre chose. Mais l'industrie pharmaceutique, ça ne les intéresse pas du tout. Donc l'État, ça veut dire le lobby. C'est le travail de l'État. Au lieu de dépenser pour la nutrition, on va dépenser plus pour traiter l'obésité, les maladies vasculaires. Beaucoup plus. Tout à fait. Vas-y. Merci beaucoup pour votre intervention. Juste l'intervention du médecin. Alors, pour l'allaitement, je pense que c'est que les médecins la diminution du pourcentage des femmes allaitantes, parce qu'on dit les exemples, il y a des pédiatres qui déconseillent l'allaitement. C'est vrai? Oui. C'est ça le problème. Il faut intégrer des modules, par exemple allaitement, nutrition, dans l'enseignement. Oui, des conseils. On dit des exemples. C'est grave. Oui, le lait artificiel est plus bénéfique que le lait maternel. Ou qui atteint vraiment. C'est grave. 15%, c'est surtout dû aux médecins. Et moi, ce qui dépend des médecins, ça me c'est ça le problème. Oui. Merci, en tout cas, c'est légitime ce que vous dites. Et c'est grave d'entendre tout ça. C'est grave. Bon, ça, c'est grave. J'ai pu comprendre que la viande à type de produit traditionnel, elle est protectrice ou bien associée au cancer? Les études épidémiologiques, les études de manière générale dans le domaine de la science, ils sont sujets à erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre ça avec beaucoup de prudence et ne prendre pas ça comme étant une règle. C'est là. 1. 2. Mais quand je dis on a trouvé un effet protecteur des viandes traditionnelles sur la prévention des cancers colorectal, ça ne veut pas dire que vous, en tant que médecin, vous allez prescrire chaque matin aux patients. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout, c'est pas ça. En tout cas, on avait trouvé une association très très faible. Et la protection, il est là, mais il est très très faible. Déjà, la consommation rénale brute, il est très faible.
l'association كاينه la protection كاينه mais il est très faible. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ المعنى ان on doit refaire beaucoup d'études dans des contextes différents, dans des populations différentes. كنقلبوا على ce qu'on appelle en épidémiologie un critère de reproductibilité. Si on reproduit le même résultat dans différents contextes, dans différentes populations, on est plus convaincu à travers le résultat. En tout cas, ça ce n'est que le début. Donc, un signal positif, comme quoi le produit du terroir a leur valeur, mais il faudrait confirmer à travers d'autres études. C'est surtout revenir à tout ce qui est de terroir traditionnel. Ancestral, Exactement. conservation. Exactement. Les méthodes les plus صافي باش ما نقولوش صدى غازيقاتنا راه كلوا الخليع راه كيداوي il faut prendre ça quand même avec beaucoup de prudence. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم.